2026, l'Allemagne se fait sortir de la Coupe du Monde par le Paraguay, la 41e nation mondiale, au tir au but. Et pour te dire comment ça s'est terminé, c'est Jonathan Tah, un défenseur central, qui envoie son tir dans les tribunes. Jamais de toute son histoire, l'Allemagne n'avait perdu une séance de tir au but en Coupe du Monde. 4 séances, 4 gagnées. Et là en plus, c'est la 3e Coupe du Monde de suite qu'il quitte beaucoup trop tôt. 4 jours après, Julian Nagelsmann démissionne. Pendant ce temps, il y a un mec qui n'a pas joué une seule minute de ce tournoi, qui est à la retraite depuis 2 ans et qui avait déjà tout expliqué avant que ça arrive. Toni Kroos, champion du monde 2014, 10 ans au Real Madrid, 6 Ligues des Champions. Dès septembre 2025, sur son podcast, il avait annoncé que l'Allemagne était à des années-lumière d'un titre mondial. Il avait dit exactement ce qui manquait à cette équipe. Il avait dit exactement ce qui allait se passer si rien ne changeait. Et quelques jours avant le 16e de finale, il allait encore plus loin. Il a annoncé en direct que l'Allemagne pouvait très bien se faire sortir par le Paraguay. Le sélectionneur, lui, avait déjà balayé tout ça en disant que c'était n'importe quoi. 10 mois plus tard, chaque mot de cet homme est devenu littéralement la réalité. Et aujourd'hui, pendant que le DFB fait le tour du monde pour aller supplier Jürgen Klopp de venir sauver le pays, Klopp répète mot pour mot ce que Kroos disait déjà gratuitement sur son podcast il y a 10 mois. Aujourd'hui, on va revenir sur tout ce que Toni Kroos avait dit, comprendre pourquoi personne ne l'a écouté à l'époque et voir pourquoi ce mec avait raison sur absolument tout. La nuit de l'élimination, Toni Kroos n'a pas dormi. Il est resté assis dans sa cuisine jusqu'à 4h du matin, tout seul, à lire tout ce qui s'écrivait sur le désastre, article après article. Il l'a raconté lui-même le lendemain en direct de son podcast, Einfach mal lupen, qu'il anime avec son frère Félix. Il a dit que ça lui était pas arrivé depuis qu'il avait arrêté le football. Depuis sa retraite, il dort très bien après les matchs, sauf celui-là. Alors avant de rentrer dans ce qu'il a dit, il faut que tu comprennes pourquoi sa parole pèse autant. Parce que Toni Kroos, c'est pas un consultant qui parle depuis un plateau télé. 10 ans au Real Madrid, 6 Ligues des Champions, une précision de passe autour de 93% sur toute sa carrière madrilène, ce qui est un chiffre qui ne devrait même pas exister à ce niveau. Champion du monde 2014 et pas juste passager. Il termine le tournoi comme meilleur passeur du tournoi à égalité avec Cuadrado. 2 fois élu joueur allemand de l'année. Un mec qui a passé sa carrière à contrôler le tempo des plus gros matchs de la planète. Sauf qu'en 2018, l'Allemagne a décidé que ce mec-là était fini. Souviens-toi du contexte. Mondial en Russie, l'Allemagne est championne du monde en titre et se fait sortir dès la phase de groupe. Première fois en 80 ans. Le pays entier cherche un coupable. Et il faut bien en trouver un. Ils choisissent Kroos. Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern, déclare publiquement que le style de Kroos, les passes horizontales, la possession, le contrôle, n'a plus sa place dans le football moderne. Peu de temps après, Lothar Matthäus, Ballon d'Or, ancien capitaine du pays, déclare sans hésiter que Kroos n'est plus de niveau international. Et là, l'Allemagne se plante encore. Sortie en phase de groupe au Qatar en 2022. Puis les critiques continuent, les débats continuent et le foot allemand continue de s'enfoncer. Et c'est là qu'arrive le truc que personne n'avait vu venir. Avant l'Euro 2024, Julian Nagelsmann appelle personnellement Toni Kroos et lui demande de sortir de sa retraite internationale. Le mec est parti depuis 3 ans, il joue au Real, il a une famille, il n'a rien à prouver. Et Nagelsmann vient le chercher parce que l'Allemagne n'a personne pour tenir le milieu. Kroos accepte, et devine ce qui se passe. À l'Euro 2024, il tourne à 102 passes par match, le meilleur chiffre de tout le tournoi. Tout joueur confondu, toute équipe confondue. Le mec que Hoeneß avait déclaré obsolète 6 ans plus tôt redevient, à 34 ans, le meilleur milieu de terrain d'Europe. La même année, son propre pays le réélit joueur allemand de l'année. Les dirigeants l'avaient enterré, le peuple, lui, votait pour lui. Et maintenant, retiens bien ce détail, parce qu'il va tout expliquer dans 2 minutes. Le sélectionneur qui va traiter le diagnostic de Kroos de n'importe quoi en 2025, c'est exactement le même mec qu'il avait supplié de revenir en 2024 parce qu'il n'avait personne d'autre. Mais avant de te raconter cette fin de match complètement folle, si t'aimes gagner un peu d'argent pendant ton temps libre, ou même juste en jouant à des jeux sur ton téléphone, ça tombe bien. Freecash te récompense en argent réel pour des tâches toutes simples. Jouer à des jeux mobiles, répondre à des sondages, tester des applis, etc. Et je te rassure tout de suite, c'est du sérieux. Ils sont plus de 60 millions à l'utiliser. Plus de 300 millions de dollars ont déjà été payés. Et la plateforme est notée excellent sur Trustpilot avec près de 300 000 avis. Le principe est simple. Tu ouvres Freecash, tu choisis une offre, par exemple un jeu, tu le lances et t'accumules des récompenses au fur et à mesure que tu avances. La plupart des tâches prennent 5 à 10 minutes et pense bien activer le suivi de l'appli, sinon tes récompenses ne sont pas comptabilisées. Et tu fais ça quand tu veux, devant la télé, dans les transports ou en attendant dans une file. Tu transformes juste du temps mort en argent de poche. Si tu veux tester, inscris-toi avec mon lien en description ou le QR code à l'écran. Dans plein de pays, tu reçois même 10 € de bonus rien qu'en lançant ta première offre. Et pour récupérer ton argent, c'est rapide. Tu retires à partir de 25 € par PayPal, carte cadeau Amazon et plein d'autres options. Et les paiements sont presque instantanés.
Allez, maintenant, on retourne à la vidéo. Septembre 2025. Début des qualifications pour le mondial. L'Allemagne se déplace en Slovaquie et elle perd 2-0. Une claque contre une équipe que le foot allemand considère comme un adversaire de niveau moyen, dans un groupe où il est littéralement impossible de se faire éliminer. Après le match, Nagelsmann parle de manque d'attitude. Le problème selon lui, c'est que les joueurs n'ont pas assez donné. Et le lendemain, Kroos sort son podcast et il dit exactement le contraire. Il est vrai qu'on est actuellement à des années-lumière de pouvoir parler d'un titre mondial. Là tout de suite, on n'est vraiment pas bon. Mais le plus important, c'est le reste. Parce que Kroos refuse le diagnostic de Nagelsmann. Il explique « Je ne dirai jamais que quelqu'un n'a pas envie de jouer ces matchs. » Traduction, c'est pas un problème d'envie. C'est pas un problème d'attitude, c'est autre chose, et c'est bien plus grave. Le vrai problème pour lui, c'est la confiance et la qualité. Et surtout, une chose qui va devenir le fil rouge de toute cette histoire. Il le formule comme ça. Il manque de la conviction, de la compréhension de soi et de 2 ou 3 joueurs sur qui les autres peuvent s'appuyer. Des joueurs avec cette aura du « on va régler ça ». Réécoute cette phrase. Il parle pas de tactique, il parle pas de système, il parle de leader. Il dit qu'il n'y a plus personne dans ce vestiaire capable de prendre le match par le col et de dire aux autres « suivez-moi, je m'en occupe ». Et il rajoute un truc qui fait mal. On n'a pas 50 joueurs de niveau international. C'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Là, tu comprends déjà que les deux hommes ne voient pas le même problème. Nagelsmann voit une équipe qui n'a pas assez couru. Kroos voit une équipe qui n'a plus de colonne vertébrale. Et l'Allemagne a fait quoi avec tout ça? Rien. Elle a fini ses qualifications tranquillement, elle est partie au mondial et elle a continué exactement comme avant. Mais pour comprendre pourquoi Kroos insistait autant sur cette histoire de leader, il faut regarder ce qui s'est passé le jour où il est parti. Euro 2024. L'Allemagne joue à domicile, elle joue bien et elle se fait sortir en quart de finale par l'Espagne. Kroos sort du terrain et cette fois, c'est fini pour de bon. Il ne joue plus jamais, ni en sélection ni en club. À 34 ans, il arrête tout. Et l'Allemagne se retrouve avec un trou au milieu du terrain. Un vrai, parce que Kroos n'était pas juste un bon passeur, c'était le mec qui calmait les matchs, qui décidait du tempo, qui prenait le ballon quand personne d'autre ne voulait le prendre. Alors Nagelsmann cherche un remplaçant. Il désigne Alexander Pavlovic. Le problème, c'est pas Pavlovic. Le gamin est talentueux, il a un vrai potentiel, il peut devenir très bon. Le problème, c'est ce qu'on lui demande. On lui demande pas de progresser, on lui demande de remplacer Toni Kroos, du jour au lendemain, sans transition, sans temps d'adaptation. Et Lothar Matthäus se met à le défendre. Ouais, le même Matthäus qui avait déclaré en 2018 que Kroos n'était plus de niveau international. Il rappelle que Kroos avait gagné plus de trophées que Pavlovic n'avait joué de match en Bundesliga. 6 ans plus tôt, il l'enterrait. Maintenant, il expliquait qu'on demandait l'impossible à un gamin. Pendant ce temps, le seul milieu de terrain que l'Allemagne avait vraiment, avec du leadership, du rythme et de l'expérience, c'est Joshua Kimmich. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? On le pousse au poste d'arrière droit. Donc tu te retrouves avec un gamin de 21 ans à qui on demande d'être Toni Kroos et un capitaine qui ne joue même pas à son poste. Et après l'élimination, Antonio Rüdiger raconte ce qui se passait dans le vestiaire. Il dit qu'il n'y avait que du silence, que personne ne se levait pour dire « je vais régler ça ». Maintenant, reviens 10 mois en arrière. Septembre 2025. Kroos sur son podcast expliquait qu'il manquait à cette équipe 2 ou 3 joueurs avec cette aura du « on va régler ça ». Rüdiger vient de dire exactement la même chose, les mêmes mots, sauf qu'il les dit après l'élimination. Et là, le mondial commence, et tout ce que Kroos avait annoncé va se dérouler sous tes yeux, dans l'ordre, comme s'il avait écrit le scénario. Premier match, Curaçao, 7-1, une démolition totale. Wirtz, Musiala et Havertz combinent à une vitesse que personne ne peut suivre, et l'Allemagne colle 7 buts à une île des Caraïbes. La presse allemande s'enflamme. Les chars roulent à nouveau. On va tout écraser. La Mannschaft est de retour. Sauf que Curaçao ne survit même pas à la phase de groupe. Et c'est là que tu comprends le piège. L'Allemagne est brillante tant que le match reste propre. Deuxième match, la Côte d'Ivoire. Et le décor change complètement. Les Ivoiriens rentrent dans les duels. Ils cassent le rythme. Ils transforment le match en bagarre. L'Allemagne est menée au bout de 30 minutes. Elle finit par revenir et gagner 2-1. Mais elle a souffert. Troisième match, l'Équateur. Sané ouvre le score dès la 2e minute. Tout est parfait. Et puis, l'Allemagne s'effondre. Angulo égalise à la 9e. Plata renverse tout en seconde période. Défaite 2-1. Le lendemain, Kroos passe en live sur son format TikTok avec Lukas Podolski en invité. Et il résume le match en une phrase. L'Équateur nous a bouffé. Puis, il attaque le problème physique. Il explique qu'il n'y a que Ta, Rüdiger et, dans une moindre mesure, Necha, qui peuvent tenir sur 90 minutes. Le reste, ce sont pas des monstres physiques. Et le vrai problème, c'est que face à 2 équipes physiquement moyennes, la Côte d'Ivoire et l'Équateur, l'Allemagne n'a jamais réussi à contrôler le jeu ni à le calmer. Et ensuite, il pointe 3 choses. La première, c'est la durée. Il explique « ça doit être dégueulasse de jouer contre nous. On doit savoir bien défendre et être méchant. On ne le fait pas encore. » Il parle des adversaires physiques, des équipes sud-américaines et africaines qui transforment les matchs en combat. Il les voit venir avant l'Allemagne.
La deuxième, c'est Musiala et Wirtz. Et là, ils tapent direct. On a besoin de Musiala et Wirtz en top forme. Et là, on les a pas. Si ces deux choses ne changent pas, ça durera plus très longtemps. Regarde la situation réelle de ces deux joueurs. Wirtz est arrivé à Liverpool avec des attentes énormes et une saison compliquée derrière lui, sans rythme de compétition. Musiala, c'est encore pire. Il s'est cassé la jambe à la Coupe du Monde des clubs, il a manqué presque 200 jours. Il n'est revenu qu'en janvier. L'Allemagne est partie au mondial en espérant que ces deux joueurs les plus créatifs allaient retrouver leur niveau pendant le tournoi. Ça, c'est pas un plan, c'est un pari. Et la troisième chose, c'est la plus profonde. Parce que Kroos la sort de sa propre expérience. Il ramène le mondial 2014. Le match contre l'Algérie en 8e. L'Allemagne joue mal ce soir-là. Vraiment mal. Elle est au bord de l'élimination. Sauf qu'elle arrache la victoire quand même, en prolongation, parce qu'elle a cet ADN moche. Cette capacité à gagner un match qu'elle ne mérite pas. Elle conclut: je pense pas que cette équipe-là ait ça en elle. Et Podolski, à côté, essaie de voir le côté positif. Il dit qu'une défaite comme ça fait peut-être du bien, pour que chacun aille réfléchir dans sa chambre. Sauf qu'ensuite, Kroos annonce ce qui va arriver. Il regarde le 16e de finale à venir, contre le Paraguay, une équipe qui joue exactement le même football physique que l'Équateur. Et il le dit en direct devant tout le monde. L'Allemagne pourrait se faire sortir contre le Paraguay. Parce que cette équipe-là, en l'état, peut battre n'importe qui et perdre contre n'importe qui. 3 jours plus tard, l'Allemagne affronte le Paraguay. Les Paraguayens se mettent en bloc bas et attendent. Enciso les fait mener d'une tête à la 42e minute. Havertz égalise à la 54e. Et à partir de là, il se passe plus rien. 75% de possession, 16 corners, et une équipe qui tourne autour du bloc adverse pendant 1 heure sans jamais trouver comment le percer. Exactement ce que Kroos décrivait. Une équipe incapable de contrôler et de calmer un match. En prolongation, Ta croit délivrer son pays d'une tête, mais la VAR annule le but pour une faute sur le gardien. Et tout se joue au tir au but. Havertz manque le sien, Voltema 2 manque le sien, et Ta, le dernier tireur, envoie sa tentative par-dessus la barre dans les tribunes. Le Paraguay se qualifie, l'Allemagne rentre à la maison. Et Joshua Kimmich, le capitaine, sort du terrain et va devant les caméras. Écoute bien ce qu'il dit. C'est horrible. On a bien joué contre aucun de nos adversaires. On a galéré dans les 3 matchs, contre des équipes qui ne sont pas de classe mondiale. 3 jours plus tôt, Kroos avait annoncé exactement ça en direct. Et 10 mois plus tôt, il avait déjà expliqué pourquoi. Alors comment tu réagis quand t'es sélectionneur et que le mec que t'es allé chercher toi-même 2 ans plus tôt te dit publiquement que ton équipe ne vaut rien? Nagelsmann répond que c'est n'importe quoi, et il le refait après l'Équateur. Cette fois, c'est même plus Kroos, c'est Joshua Kimmich, son propre capitaine, qui déclare devant les caméras qu'il avait l'impression que l'adversaire voulait gagner beaucoup plus qu'eux. Et Nagelsmann balaye ça aussi. Encore une fois, n'importe quoi. Il y a un moment précis où on voit le sélectionneur perdre le fil. Mars 2026, 3 mois avant le mondial, Nagelsmann donne une longue interview au kicker pour présenter son plan pour la Coupe du Monde. Et dedans, il se met à critiquer individuellement plusieurs de ses joueurs, publiquement, nommément. Il devra revenir sur certaines de ses déclarations quelques jours plus tard. Et à partir de là, sa communication part complètement en vrille. Donc voilà où en est l'Allemagne à la veille du tournoi. Un sélectionneur qui attaque ses propres joueurs dans la presse et qui balaye d'un revers de main tous ceux qui essaient de lui dire que quelque chose ne tourne pas rond. Le 3 juillet 2026, 4 jours après l'élimination, Julian Nagelsmann démissionne. Et là tu te dis, bon, c'était donc lui le problème. On change de sélectionneur et tout rentre dans l'ordre. Sauf que non, et la preuve, c'est l'homme qu'ils veulent nommer pour le remplacer. Cet homme, c'est Jürgen Klopp. Le DFB négocie avec lui depuis l'élimination, et le pays entier attend. Klopp est encore sous contrat chez Red Bull jusqu'en 2026. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Il n'y a pas de clause de sortie écrite dans ce contrat. Il y a un accord verbal passé avec le patron de Red Bull, qui prévoit exactement ce cas de figure. Si la fédération allemande appelle, Klopp peut partir. Le DFB a envoyé son président, Bernd Neuendorf, et Hans-Joachim Watzke à New York pour rencontrer Klopp en personne. 4 heures de discussion dans un hôtel près de l'aéroport JFK. Le contrat serait de 4 ans, jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Maintenant, écoute ce que Klopp dit publiquement, avant même d'avoir signé. Il déclare « Les problèmes qu'on a actuellement ne tiennent pas à la personne de Julian Nagelsmann. Il explique que le football allemand est à un tournant. Il ajoute « On doit changer les choses en profondeur, que ce soit moi au final ou qui que ce soit d'autre. Ça ne change rien au fait que ces changements sont nécessaires. » Sur le fond du problème, il est encore plus direct. Il dit qu'on a choisi la mauvaise méthode, qu'on a joué le mauvais type de football. Quand on lui demande si c'est la mentalité qui manque, il répond un mot. Évidemment. Reprends maintenant ce que Kroos disait en septembre 2025. Le problème n'est pas l'attitude d'un match, c'est la structure. Il manque des leaders, il manque une identité, il manque cette capacité à gagner un match moche. C'est le même diagnostic, ligne par ligne. Sauf que quand Klopp le dit, tout le pays hoche la tête. Alors pourquoi Klopp ? Parce que si tu prends le diagnostic de Kroos au sérieux, il n'y a pas beaucoup d'hommes en Allemagne capables d'y répondre. Quand Klopp arrive à Mayence en 2001, il hérite d'un des clubs les plus pauvres du pays. Sans budget de transfert, il peut renforcer aucun poste.
Chaque solution doit venir des joueurs qu'il a déjà. Alors il les fait progresser au lieu de les remplacer. Et en 2004, il fait monter Mayence en Bundesliga pour la première fois de l'histoire du club. Ça, c'est exactement le football international. En sélection, tu peux pas dépenser 80 millions pour un attaquant parce que le tien ne marque pas. Tu fais avec les joueurs que ton pays produit. Quand il arrive à Dortmund en 2008, le club n'a plus gagné de titre depuis 6 ans et vit dans l'ombre du Bayern. Le talent est là, ce qui manque, c'est la croyance. Klopp ne parle pas de titre au début, il change les standards, l'intensité, les exigences. 3 ans plus tard, Dortmund est champion d'Allemagne. Et c'est très exactement le trou que Kroos décrivait. Une équipe pleine de talent qui ne croit plus en elle-même. Et depuis qu'il a quitté Liverpool, Klopp fait un boulot que peu de gens comprennent vraiment. Chez Red Bull, il coach plus personne, il ne dirige aucun entraînement. Son job, c'est de superviser tous les clubs du groupe. Leipzig, Salzbourg, New York, Bragantino, et décider comment ils doivent jouer, quels joueurs ils doivent recruter, et comment ils doivent former leurs entraîneurs. Autrement dit, il construit une méthode qui doit fonctionner partout, avec des coachs différents, dans des pays différents. Et ça, c'est précisément ce qui manque à l'Allemagne. Regarde l'Espagne. Depuis 20 ans, elle joue de la même façon. Des équipes de jeunes jusqu'à la sélection A, peu importe qui est sur le banc. L'Allemagne, elle, change de système et de philosophie à chaque cycle. Löw, puis Flick, puis Nagelsmann, et à chaque fois, on repart de zéro. 3 problèmes, 3 choses que Klopp a déjà réglées ailleurs. Mais il reste une question, et elle est gênante. Si le diagnostic était disponible depuis 10 mois et gratuit, qu'est-ce que ça dit sur les gens qui dirigent le football allemand ? Toni Kroos n'a pas joué une seule minute de cette Coupe du Monde. Il est à la retraite depuis 2 ans. Il n'a aucun poste au DFB, aucune fonction officielle, aucun pouvoir. Il fait un podcast avec son frère depuis son salon. Et pourtant, tout ce qui arrivait à l'Allemagne, il l'avait dit avant que ça arrive. Il avait dit que le problème n'était pas l'envie mais la structure. Kimmich l'a répété après l'élimination. Il avait dit qu'il manquait des leaders capables de dire « je vais régler ça ». Rudiger a décrit un vestiaire où plus personne ne le disait. Il avait dit qu'il fallait être méchant et que cette équipe ne savait pas gagner un match moche. L'Équateur les a bouffés, le Paraguay les a sortis. Il avait même dit en direct, quelques jours avant, que ça pouvait mal finir contre le Paraguay. Et la seule réponse qu'on lui a donnée pendant tout ce temps, c'est que c'était n'importe quoi. Le mec avait tout vu. Personne ne l'a écouté. Et à la fin, c'est quand même lui qui est resté réveillé jusqu'à 4h du matin dans sa cuisine, pendant que le pays entier cherchait un coupable. Alors maintenant, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que Klopp peut vraiment réparer ça ? Ou est-ce que le problème est beaucoup plus profond qu'un simple changement d'entraîneur ? Exactement comme Kroos le disait déjà il y a 10 mois. Dis-moi tout ça en commentaire.